Elle se tenait au comptoir de la pharmacie, le cœur brisé, en train de rendre le médicament qui pouvait sauver la vie de sa fille, parce qu'elle n'avait pas les moyens de le payer. Un homme en costume sur mesure l'observait en silence depuis l'arrière de la file. Elle ignorait qu'il était le chef mafieux le plus dangereux de la ville, et ce qu'il fit ensuite changea tout. Nous travaillons avec des ressources très limitées, et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien. Les néons de Morrison's Pharmacy bourdonnaient comme des guêpes furieuses. Mia Carter se tenait au comptoir les mains tremblantes, tandis qu'elle repoussait le petit sachet blanc vers la pharmacienne. « Je dois rendre ça. » La pharmacienne, une femme d'âge moyen, aux yeux doux et aux épaules fatiguées, leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Madame, c'est une ordonnance. Nous ne pouvons pas accepter les retours sur... »« S'il vous plaît, » dit Mia la voix brisée. Elle détestait entendre à quel point... Elle semblait désespérée, mais le désespoir était tout ce qui lui restait. Je ne peux simplement pas me le permettre pour l'instant. Le visage de la femme s'adoucit lorsqu'elle jeta un regard à l'étiquette de l'ordonnance. C'est pour un enfant, un médicament contre l'asthme. Ma fille, murmura Mia. Elle cligna fortement des yeux, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Pas ici. Pas devant des inconnus. Elle a 7 ans, mais je trouverai une solution. Peut-être la semaine prochaine, quand je serai de nouveau payée, je pourrai... Cette ordonnance a déjà été préparée. La politique du magasin dit que... Je sais ce que dit votre politique. Les mots sortirent plus sèchement que Mia ne l'avait voulu. Elle pressa sa paume contre son front, essayant de se calmer. Je suis désolée. Vraiment désolée. C'est juste que mon salaire devait tenir 2 semaines. Mais aujourd'hui, ces hommes sont venus dans mon immeuble. Ils ont dit que mon ex-petite amie devait de l'argent à quelqu'un, et comme il a quitté la ville, ils ont pris ce que j'avais, tout. 347 $. La pharmacie devint silencieuse. Même les autres clients qui attendaient dans la file détournèrent que les yeux gênés par son honnêteté à vif. Ils ont tout pris dans mon sac là dans le couloir, poursuivit Mia la voix, à peine plus haute qu'un murmure. Lily a assez de médicaments pour peut-être 3 jours encore. Je trouverai une solution, je le fais toujours, mais là j'ai besoin de récupérer ces 63 $ juste pour acheter de quoi manger. La pharmacienne ouvrit la bouche pour répondre, mais une voix grave fendit l'air. Faites le retour. Mia se retourna. Un homme se tenait 3 personnes derrière elle dans la file, en partie caché derrière un présentoir de lunettes de lecture. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Mia. Ses cheveux sombres étaient plaqués en arrière, son visage n'était que ligne tranchante avec des yeux pareils à de l'obsidienne polie. « Monsieur, je ne vous parlais pas, » dit la pharmacienne. L'homme s'avança et il y avait dans sa façon de bouger quelque chose qui poussa tout le monde à lui laisser instinctivement de l'espace. Il sortit un élégant portefeuille noir et posa 2 billets neufs de 100 $ sur le comptoir. « Gardez le médicament. Gardez vos 63 $. Il regarda Mia directement pour la première fois. « Et utilisez ça pour tout ce dont vous avez besoin. » La gorge de Mia se dessécha. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous l'avez déjà fait. » Il désigna le comptoir d'un signe de tête, où la pharmacienne avait déjà pris les billets, avec une efficacité exercée visiblement peu disposée à discuter avec ce client en particulier. « Mais je ne vous connais même pas, » protesta Mia. Le coin de sa bouche se souleva pas vraiment un sourire, mais presque. Considérez ça comme un investissement dans le bon karma. Avant que Mia puisse répondre, il se retourna et sortit de la pharmacie. Un homme qui semblait fait de muscles et de menaces lui tint la porte. À travers la vitre, elle les regarda monter dans une Mercedes noire aux vitres teintées. La pharmacienne s'éclaircit la gorge. Eh bien ça, c'était quelque chose. Elle fit glisser le médicament et de l'argent vers Mia de l'autre côté du comptoir. « Ma chérie, vous avez 63 $ ici, et comme il a donné 202 $, je vous rends 137 $ de monnaie. » Mia resta figée, les yeux fixés sur l'argent. « Madame, ça va. » Qui était Sis ?
L'expression de la pharmacienne changea entre peur et respect. Vous êtes vous êtes nouvelle dans ce quartier, n'est-ce pas? J'ai emménagé il y a 6 mois. Pourquoi? C'était Lorenzo Romano, dit la femme, sa voix tombant presque au silence. Et s'il vient de payer le médicament de votre fille, soit vous avez beaucoup de chance, soit vous n'en avez aucune. Le temps dira lequel des deux. Dans la Mercedes, Lorenzo Romano regardait par la vitre teintée pendant que son chauffeur Marcus se frayait un chemin dans la circulation du South Side de Chicago. « Patron, vous voulez que je me renseigne sur cette femme ?» demanda Marcus, les yeux glissant vers le rétroviseur. « Oui. Qu'est-ce que je dois chercher exactement ?» Lorenzo resta silencieux un instant, regardant la pharmacie disparaître derrière eux. Il y était entré pour une simple course, récupérer des médicaments pour sa grand-mère, la femme qu'il avait élevée avant que son monde ne devienne sombre et lucratif. Il aurait dû envoyer quelqu'un. Il ne faisait plus jamais de courses personnelles, mais il l'avait fait et il avait tout entendu. « Trouve qui lui a pris son argent, » dit finalement Lorenzo. Elle a parlé de recouvreurs d'hommes venus dans son immeuble. Marcus se raidit ses mains, se crispant sur le volant. « Vous pensez que… » « Je pense que s'ils opèrent sur mon territoire, je veux des noms. Et je veux savoir pour qui ils encaissent. » Tout de suite, patron. 20 minutes plus tard, Lorenzo était assis dans son bureau, un loft industriel rénové aux baies vitrées donnant sur la rivière Chicago. Son téléphone vibra. « Parle-moi, Marcus. »« Vous n'allez pas aimer ça, » dit Marcus, la voix tendue. « Les recouvreurs travaillent bien pour nous. » L'équipe de Tony Baron. Ils font du recouvrement dans ce district depuis 3 mois. La mâchoire de Lorenzo se contracta. Défini recouvrement. En grande partie légitime, des gens qui ont emprunté à notre activité de prêt et qui n'ont pas remboursé. Mais les gars de Tony ont commencé à être créatifs. Si quelqu'un quitte la ville, ils s'en prennent aux petites amies, aux colocataires, aux membres de la famille, à n'importe qui de lié. Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Non, monsieur, ça ne l'est pas. Lorenzo mit fin à l'appel et se leva avançant vers la fenêtre. En bas, la ville s'étendait comme un échiquier et il avait passé 15 ans à apprendre à jouer la partie. Son empire reposait sur des règles claires. Tu empruntais de l'argent, tu le remboursais. Tu rompais un accord, tu en assumais les conséquences. Mais on ne punissait pas des innocents. On ne prenait pas l'argent des courses à des mères célibataires. On ne faisait certainement pas souffrir des enfants pour les erreurs de leurs parents. C'était le chaos. Et le chaos était mauvais pour les affaires. Il sortit son téléphone et passa un autre appel. « Fais venir Tony et son équipe de recouvrement. Je les veux à l'entrepôt ce soir, 9 heures. Sans exception. »« Tous » demanda la voix à l'autre bout du fil. Le reflet de Lorenzo le fixa depuis la vitre noire, son expression froide et taillée dans la pierre. Absolument tous. Ce soir-là, Mia Carter était assise en tailleur sur le sol de son appartement, comptant l'argent 3 fois pour être sûre qu'il était réel. 137 $ plus le médicament bien rangé dans leur minuscule réfrigérateur. « Maman, on peut avoir des nuggets de poulet ?» appela Lily depuis le canapé, sa petite voix rauque après les efforts de la journée. Elle serrait contre elle son lapin en peluche, usé, celui auquel il manquait un œil que Mia se promettait toujours de recoudre. « Oui, bébé, des nuggets de poulet et des macaronis au fromage. Les bons. » Le visage de Lily s'illumina et pendant un instant, le poids sur la poitrine de Mia se souleva. Elle pouvait respirer de nouveau, au moins pour ce soir. Mais pendant qu'elle réchauffait le dîner sur leur vieille cuisinière, ses pensées revenaient sans cesse à l'homme de la pharmacie, Lorenzo Romano. L'avertissement de la pharmacienne résonnait dans sa tête. Soit vous avez beaucoup de chance, soit vous n'en avez aucune. Mia avait appris à faire confiance à son instinct. Il lui avait permis de survivre à une relation douloureuse à 2 années passées, à joindre les 2 bouts de justesse et à d'innombrables nuits à se demander si elle était assez forte pour continuer. En cet instant, cet instinct lui hurlait qu'accepter l'argent d'un homme comme lui venait avec des attaches. À l'autre bout de la ville, Lorenzo Romano était assis dans son bureau examinant les dossiers que Marcus avait réunis en moins de 2 heures. Efficace. C'était pour cela que Marcus avait tenu 7 ans comme son bras droit. « Mia Carter, 28 ans, » dit Marcus debout de l'autre côté du bureau. « A quitté Springfield pour Chicago il y a 6 mois. Elle travaille 2 emplois
Service du matin au Rosie's Diner sur Fifth. Service de nuit à distance. Saisie de données pour une société de facturation médicale. Mère célibataire. Aucun casier. Pas même une contravention de stationnement. L'ex-petit ami s'appelle Devon Mitchell, un petit escroc avec un problème de jeu. Il a emprunté 8 000 $ à l'opération de Tony Barron il y a 4 mois. Il a promis de rembourser avec intérêt après un gros coup. Surprise, le coup n'a jamais eu lieu. Il a disparu il y a 3 semaines. Dernière localisation connue quelque part dans le Nevada. Lorenzo se renversa dans son fauteuil. Donc l'équipe de Tony a décidé d'aller se servir chez la petite amie. Ex-petite amie, corrigea Marcus. D'après le propriétaire à qui j'ai parlé, Mitchell n'a pas traîné dans les parages depuis février. Miss Carter a clairement fait comprendre à tout le monde dans l'immeuble qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Mais les gars de Tony s'en fichaient. « En monsieur !» Lorenzo resta silencieux un long moment, les doigts tambourinant contre l'accoudoir en cuir. Dehors, le soleil se couchait peignant la ligne d'horizon de Chicago de nuances d'ambre et d'orange sanguine. « Combien d'autres ?» demanda-t-il enfin. Marcus se déplaça mal à l'aise. « Combien d'autres quoi ?» Combien d'autres personnes l'équipe de Tony a-t-elle rackettées alors qu'elles n'avaient aucune obligation légale de payer? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. « Trouve-le, » dit Lorenzo, sa voix tombant dans un calme dangereux. « Je veux des noms démontant tout. » Patron de Tony est dans l'organisation depuis 15 ans. Son père travaillait pour votre oncle avant... Je me fiche que son arrière-grand-père ait traversé l'océan sur le Mayflower avec mes ancêtres. Lorenzo se leva boutonnant sa veste. Nous avons des règles, Marcus. Ces règles sont la seule chose qui nous sépare des animaux. Quand mes hommes commencent à terroriser des mères célibataires et à prendre l'argent de la nourriture à des enfants, nous ne sommes plus des hommes d'affaires. Nous sommes des voyous. Et les voyous ne bâtissent pas des empires. Ils allument des brasiers et brûlent tout. Marcus hocha lentement la tête. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Dis-moi. La rumeur circule déjà à propos de ce que vous avez fait à la pharmacie. Tony et Xiron. Au courant. Son équipe est au courant. Ils disent que c'est mou que vous perdez votre tranchant. L'expression de Lorenzo ne changea pas, mais quelque chose de froid passa dans ses yeux. Ils pensent que la compassion est une faiblesse. Dans notre monde, patron, c'est souvent le cas. Non. Lorenzo marcha vers la fenêtre, son reflet net contre le verre qui s'assombrissait. La peur, c'est facile. N'importe quel idiot avec une arme peut effrayer les gens. Mais le respect, le contrôle, cela demande de la précision. Il faut savoir quand montrer de la miséricorde et quand montrer les crocs. Il se tourna de nouveau vers Marcus. Un homme qui ne sait pas contrôler sa propre organisation paraît faible. Un homme qui laisse ses soldats courir partout voler des femmes et des enfants sur son territoire paraît pire que faible. Il paraît incompétent. Alors la réunion de ce soir, commença Marcus. La réunion de ce soir sert à rappeler à tout le monde ce qui arrive quand on oublie qui commande. Lorenzo consulta sa montre. 8h45. Il était temps d'y aller. À 9h précises, Lorenzo Romano entra dans l'entrepôt situé à la limite industrielle de la ville. L'espace était vaste et froid, des poutres métalliques s'entrecroisant au-dessus de leur tête comme les os d'une bête ancienne. 6 hommes se tenaient au centre, leurs ombres allongées sous les néons agressifs. Tony Barron s'avança, un homme au cou épais dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants et aux mains qui semblaient avoir accompli beaucoup de sale travail. « Patron, on est venu comme vous l'avez demandé, mais je dois dire que nous faire tous venir ici sans expliquer pourquoi c'est un peu... » Lorenzo leva une main le coupant net. De la poche de sa veste, il sortit un petit sachet blanc de pharmacie et le posa sur la table métallique devant lui. « Quelqu'un veut me dire ce que c'est ?» Les hommes échangèrent des regards confus. Lorenzo ouvrit lentement le sachet délibérément et en retira le flacon de prescription. Inhalateur de sulfate d'albutérol pour une fillette de 7 ans asthmatique. Prix $63.
Il posa le flacon avec un léger clic qui, d'une façon ou d'une autre, résonna dans l'entrepôt. Ce matin, la mère de cette petite fille a essayé de rendre ce médicament parce qu'elle ne pouvait pas le payer. Vous voulez savoir pourquoi? La mâchoire de Tony se crispa. Patron, si c'est à propos de cette femme sur Archer Avenue? Elle s'appelle Mia Carter. Et oui, Tony, c'est à propos d'elle. La voix de Lorenzo resta calme, presque conversationnelle, ce qui la rendait étrangement plus terrifiante. Dis-moi, 8 000 $ dus par un homme qui a quitté la ville il y a 3 semaines te donne-t-il le droit de voler 347 $ à son ex-petite amie? Le visage de Tony Baron devint rouge. Avec tout le respect que je vous dois, patron, c'est comme ça que le recouvrement fonctionne. Un type doit de l'argent, il disparaît, et on récupère auprès de ceux qui lui sont liés. C'est la pratique habituelle. La pratique habituelle. Lorenzo répéta les mots lentement, comme s'il goûtait quelque chose d'amer. Il contourna la table, ses pas résonnants. Dis-moi, Tony, quand tu lui as pris son argent, as-tu pris la peine de vérifier si elle était encore avec Devon Mitchell? Nous n'avons pas... Tu lui as pris chaque dollar qu'elle avait. La voix de Lorenzo resta égale, mais il y avait dans son ton quelque chose qui fit chuter la température de l'entrepôt. Elle travaille 2 emplois, service du matin dans un diner, service de nuit à saisir des données, après que sa fille s'est endormie. Elle a emménagé à Chicago il y a 6 mois pour s'éloigner de Mitchell, mais tes gars se sont présentés dans son immeuble et ont décidé que la dette de son ex-petite amie était son problème. L'un des recouvreurs les plus jeunes, un gamin nommé Jimmy avec un tatouage d'araignée qui lui remontait le cou, prit la parole. « Patron, on ne savait pas tout ça. On savait seulement qu'elle avait été avec lui. Tony a dit que... » « Ce que Tony a dit ne m'intéresse pas. » Lorenzo s'arrêta et leur fit face. « Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez fait. Alors, laissez-moi être clair. Vous avez pris 347 $ à une femme qui n'avait rien à voir avec la dette de Mitchell. Cet argent devait nourrir sa fille. Et elle pendant 2 semaines. Au lieu de ça, elle a dû choisir entre les courses et un médicament contre l'asthme. Écoutez, c'est regrettable, dit Tony avec une pointe de défi dans la voix. Mais c'est le business dans lequel on est. On ne peut pas faire des vérifications sur chaque... Lorenzo abattit de sa main sur la table. Le bruit claqua dans l'entrepôt comme un tir. Tous les hommes sursautèrent. Ce n'est pas le business dans lequel nous sommes. Sa façade calme se fissura enfin, révélant la fureur froide qui se cachait dessous. Nous prêtons de l'argent aux gens qui en ont besoin. Ils signent des contrats. Ils acceptent des conditions. Quand ils ne paient pas, nous récupérons auprès d'eux. Pas auprès de leurs ex-petites amies, pas auprès de leurs cousins, pas auprès de leurs anciens colocataires. Mais s'ils quittent la ville, alors nous les retrouvons ou nous passons ça en perte. Ce que nous ne faisons pas, c'est terroriser des innocents. Lorenzo sortit un dossier de sa veste et le jeta sur la table. Des papiers s'éparpillèrent. Nom, adresse, montant. Marcus a fait quelques recherches. Vous voulez savoir ce qu'il a trouvé? Les hommes fixèrent les documents. Au cours des 3 derniers mois, l'équipe de recouvrement de Tony a pris de l'argent à 17 personnes qui n'avaient aucune obligation légale de payer. Lorenzo ramassa l'un des papiers. Sarah Martinez. Son frère a emprunté 2 000 $ puis il est parti en Californie. Vos gars ont pris l'argent de son loyer. Elle a été expulsée. Il en prit un autre. Marcus Webb. Son cousin a emprunté 5 000 $. Vos gars ont pris son allocation d'invalidité. Son allocation d'invalidité, répéta Lorenzo, la voix maintenant aiguisée comme un rasoir. Et ce matin, vous avez pris l'argent des courses à une mère célibataire avec un enfant malade. On essayait juste de récupérer les pertes, dit Tony, mais sa voix avait perdu son assurance précédente. L'organisation avait perdu de l'argent. On réparait les choses. Réparer les choses. Le rire de Lorenzo sonna creux. Vous voliez. Il y a une différence entre recouvrement et vol, Tony. Et ce que vous faites, c'est du vol. Jimmy bougea nerveusement. Patron, on suivait juste les ordres.
Tony a dit que c'était comme ça qu'on maximisait la récupération des mauvaises dettes. Lorenzo reporta son attention sur le jeune homme. « Dis-moi, Jimmy, quand tu as pris l'argent dans le sac de Mia Carter ce matin, est-ce qu'elle s'est défendue ?» Jimmy baissa les yeux vers ses pieds. « Non, monsieur. »« Est-ce qu'elle t'a menacé appeler la police ?»« Non, monsieur. »« Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Un long silence suivit. « Elle a pleuré, » murmura Jimmy. « Elle nous a supplié de lui laisser quelque chose. Elle a dit que sa fille avait besoin de médicaments. » « Et qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Jimmy était à peine audible. « On a tout pris quand même. » Lorenzo laissa le silence pendre dans l'air comme un nœud coulant. Puis il parla chaque mot articulé avec précision. « Je vais vous expliquer une chose à tous. Cette organisation existe parce que les gens nous respectent, pas parce qu'ils nous craignent, parce qu'ils nous respectent. Nous fournissons des services que les banques refusent. Nous protégeons les entreprises sur notre territoire. Nous maintenons l'ordre. Mais le respect est fragile. Vous savez ce qui le détruit plus vite que tout. » Personne ne répondit. « Paraître faible, » continua Lorenzo. « Et vous savez ce qui me fait paraître faible quand mes propres hommes courent partout, en volant des femmes et des enfants, comme de vulgaires voyous de rue. Quand la rumeur se répand que l'équipe de Lorenzo Romano raquette des mères célibataires pour de l'argent qu'elles ne doivent même pas. Patron, personne ne sait que c'était nous, tenta Tony. Moi, je le sais. Les yeux de Lorenzo étaient de la glace noire. « Je sais que quelque part dans cette ville, il y a une fillette de 7 ans qui a failli ne pas avoir le médicament dont elle avait besoin parce que mes hommes lui ont pris l'argent de sa mère. Je sais que quand je suis entrée dans cette pharmacie, aujourd'hui j'ai vu une femme brisée par des gens qui travaillent pour moi. Cela en fait mon problème, ma responsabilité, mon échec. » Il revint vers la table et ramassa le flacon de médicaments, le tenant bien haut pour que chaque homme puisse le voir. Ça coûte 63 $. Devon Mitchell devait 8 000 $. Alors vous avez terrorisé une femme innocente et son enfant pour 8 000 $. La voix de Lorenzo tomba à peine au-dessus du murmure. Avez-vous la moindre idée de combien d'argent je gagne en une journée, en une heure? Et vous êtes là dehors à voler l'argent des médicaments d'enfants pour récupérer 8 000 $. Le poids de ces paroles s'abattit sur l'entrepôt. « Voilà ce qui va se passer, » dit Lorenzo. « Vous allez retrouver chaque personne à qui vous avez volé de l'argent, toutes celles qui ne nous devaient rien en réalité, et vous allez les rembourser. Le double ?» Les yeux de Tony s'écarquillèrent. « Patron, ça fait 34 000 $. Plus ou moins. Considérez ça comme une taxe sur la stupidité. » Lorenzo remit le flacon de médicaments dans le sachet avec un soin délibéré. « Parce que lorsque vous volez des innocents en mon nom, vous ne leur volez pas seulement à eux. Vous me volez moi, vous volez ma réputation, mon contrôle, mon autorité. » Il regarda chaque homme dans les yeux. « Vous me volez quand vous volez un enfant. » Le lendemain matin, Mia faisait la vaisselle lorsqu'elle entendit les moteurs 3 grondements profonds qui n'avaient rien à faire dans son quartier où la plupart des gens conduisaient des Honda cabossés et des pick-up rouillés. Elle s'essuya les mains sur une serviette et s'approcha de la fenêtre, son cœur commençant déjà à s'emballer. 3 SUV noirs étaient garés devant son immeuble, leurs vitres teintées brillant dans le soleil du matin, tandis que des hommes en costume sombre en descendaient. « Oh mon Dieu !» La serviette glissa de ses doigts. Lily leva les yeux de son cahier de coloriage à la table de la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, bébé. » La voix de Mia tremblait, malgré son effort, pour paraître calme. « Reste juste là, d'accord, ne bouge pas. » Elle les regarda entrer dans son immeuble. Elle entendit leurs pas dans l'escalier lourd et déterminé de plus en plus proche. Son appartement était au 3e étage et elle savait que ses pas montaient vers elle. Voilà. C'était le prix à payer pour avoir accepté l'aide de Lorenzo Romano. Elle avait été stupide de croire qu'un homme comme lui faisait quoi que ce soit par gentillesse. Peut-être qu'il l'avait achetée.
Peut-être qu'il avait décidé que la meilleure façon d'envoyer un message à Devon était de passer par elle. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. 3 coups fermes retentirent. Mia attrapa Lily et la serra contre elle, se plaçant entre sa fille et la porte. « Qui est là ?»« Miss Carter, nous venons de la part de Monsieur Romano. Vous devez venir avec nous. » Son sang se glaça. « Je ne peux pas. Ma fille... » « Toutes les deux, s'il vous plaît. Monsieur Romano vous attend. »« Je ne veux pas d'ennui, » dit Mia la voix brisée. « Quoi qu'il pense que je lui dois, je le rembourserai. L'argent d'hier, j'en ai encore la majeure partie. Il peut tout reprendre. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Un silence, puis une autre voix plus douce. « Madame, vous n'avez pas d'ennui. Monsieur Romano veut vous parler. C'est tout. Je ne vous crois pas. » Miss Carter reprit la première voix. « Vous pouvez venir de votre plein gré ou nous pouvons attendre ici jusqu'à ce que vous soyez prête. Dans tous les cas, Monsieur Romano a demandé votre présence. 5 minutes, c'est tout ce qu'il demande. » Lily se mit à pleurer, son petit corps tremblant. « Maman, j'ai peur. » Mia la serra plus fort, son esprit courant à travers des options impossibles. Elle pouvait appeler le 911, mais que leur dirait-elle? Que des hommes lui demandaient poliment de parler à quelqu'un. Ils ne l'avaient pas menacée et n'avaient pas forcé la porte. Et si Lorenzo Romano était aussi puissant que la pharmacienne l'avait laissé entendre impliquer la police, pouvait empirer les choses. Elle n'avait aucun bon choix, seulement de mauvais choix et des choix pires encore. « D'accord, » appela-t-elle finalement. « D'accord, donnez-moi juste 1 minute. » Elle habilla rapidement Lily, les mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à boutonner la veste de sa fille. Elle attrapa l'argent que Lorenzo lui avait donné et le fourra dans son sac. Peut-être que si elle le rendait immédiatement, il les laisserait partir. Quand elle ouvrit la porte, 2 hommes en costume se tenaient dans le couloir. Ils n'avaient pas l'air menaçants, seulement professionnels, comme des agents de sécurité d'entreprise. Mais Mia avait appris que le danger portait souvent des visages respectables. « Par ici, s'il vous plaît. » Ils l'escortèrent dans l'escalier, l'un devant l'autre derrière. Lily s'accrochait à sa main, son lapin serré sous l'autre bras. Dehors, des voisins regardaient depuis les fenêtres et les pas de porte. Madame Chun du 2B avait son téléphone à la main, probablement déjà en train d'envoyer des messages à tout l'immeuble. L'un des hommes ouvrit la porte du SUV. L'intérieur était tout en cuir et en luxe, si loin du monde de Mia que cela donnait l'impression d'entrer dans une autre dimension. « S'il vous plaît, madame. » Mia monta tirant Lily sur ses genoux. La porte se referma avec un bruit sourd et coûteux, puis le véhicule s'éloigna du trottoir. Ils roulèrent 15 minutes en silence. Lily avait cessé de pleurer, mais restait pressée contre la poitrine de Mia, son petit cœur battant comme un oiseau effrayé. Mia regardait par la fenêtre, essayant de mémoriser l'itinéraire au cas où elle devrait retrouver son chemin. Les rues se brouillèrent entre elles, les quartiers industriels laissant place à des zones d'entrepôt, puis à un quartier qu'elle ne reconnut pas. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment de briques rénové qui dominait la rivière. Les hommes l'escortèrent à travers un hall qui semblait appartenir à un hôtel 5 étoiles, puis dans un ascenseur au miroir sur tous les côtés. Mia aperçut son reflet pâle, épuisé, terrifié. Le lapin de Lily avait une tache de chocolat sur l'oreille, souvenir du petit déjeuner. Elles avaient exactement l'air de ce qu'elles étaient pauvres, et pas à leur place. L'ascenseur s'ouvrit sur un étage entier, un immense loft aux murs de briques, apparente aux meubles modernes et aux baies vitrées, offrant une vue panoramique sur Chicago. Et près de ces fenêtres, les mains dans les poches, se tenait Lorenzo Romano. Il se retourna lorsqu'elles entrèrent. « Merci Marcus, vous pouvez attendre dehors. » Les hommes sortirent, et soudain, il ne resta plus que 3 dans cet espace immense. Lorenzo s'approcha lentement avec des gestes mesurés et non menaçants. « Miss Carter, je m'excuse de vous avoir fait peur. Ce n'était pas mon intention. » « Alors, quelle était votre intention ?» La voix de Mia sortit plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Au lieu de répondre, Lorenzo glissa la main dans sa veste. Mia ramena instinctivement Lily contre elle, mais il ne sortit qu'une enveloppe. Il la lui présenta. « Votre argent. 347 $, le montant exact qui vous a été pris. » Mia fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser.
Je ne comprends pas. Les hommes qui vous ont pris votre argent hier travaillent pour moi. Ils ont agi sans autorisation et ont violé les principes sur lesquels cette organisation est construite. Sa voix était calme et factuelle, comme s'il parlait d'une transaction commerciale. On vous a fait du tort, je répare ce tort. Lentement, Mia prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des billets neufs, l'argent de ses courses. L'argent de son essence, tout ce qu'elle avait perdu. Ses mains recommencèrent à trembler, mais cette fois pour autre chose que la peur. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous ça ?» Les yeux sombres de Lorenzo croisèrent les siens, et pendant un instant, elle vit quelque chose sous la surface polie, quelque chose qui pouvait être vers du regret ou de la colère, ou les deux. « Parce qu'on vous a fait du tort en mon nom !» Mia serra l'enveloppe, son esprit peinant à comprendre ce qui se passait. Est-ce que je peux prendre ma fille et rentrer chez moi maintenant ? Pas encore. Lorenzo marcha jusqu'à une table d'appoint et se versa un verre d'eau dans une carafe en cristal. Il y a autre chose que vous devez voir. Monsieur Romano, j'apprécie que vous m'ayez rendu mon argent, mais ce n'est pas une demande. Il se tourna vers elle et malgré son ton calme, il y avait de l'acier dessous. Les hommes qui ont pris votre argent doivent comprendre les conséquences de leurs actes et vous devez voir que justice a été faite. Sinon, cela restera incomplet pour nous deux. Mia voulait protester, prendre Lily et s'enfuir de cet endroit sans jamais se retourner. Mais quelque chose dans l'expression de Lorenzo lui disait que refuser n'était pas vraiment une option. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent devant un restaurant de Little Italy. Gerano's était un établissement familial avec des nappes à carreaux et une odeur de pain à l'ail qui s'échappait de la cuisine, mais la porte d'entrée était verrouillée et une pancarte fermée pour événements privés pendait à la fenêtre. Marcus ouvrit la porte. Tout le monde est à l'intérieur, patron. Lorenzo hocha la tête et se tourna vers Mia. Restez près de moi. Ne dites rien. Regardez seulement. L'intérieur du restaurant était tamisé des chaises empilées sur les tables, à l'exception d'un espace dégagé au centre. Environ 20 hommes se tenaient le long des murs, certains en costume, d'autres en vêtements décontractés, mais tous avec la même immobilité vigilante et prédatrice. Ils s'écartèrent à l'entrée de Lorenzo, leurs yeux le suivant avec un mélange de respect et de peur. Au centre de la pièce se tenaient Tony Baron et son équipe de recouvrement, les 6 hommes de l'entrepôt. Jimmy, avec le tatouage d'araignée, avait l'air de pouvoir vomir. Lorenzo s'arrêta à quelques pas d'eux. Mia resta en retrait près de l'entrée, tenant la main de Lily si fort que ses doigts lui faisaient mal. Sa fille se pressait contre sa jambe, percevant la tension dans la pièce. « Messieurs, dit Lorenzo aux hommes le long des murs, merci d'être venus. J'ai convoqué cette réunion parce qu'il y a eu un malentendu sur le fonctionnement de cette organisation. Certains de nos collègues ont oublié les règles. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une révision. » Il se tourna vers Tony. « Dis à tout le monde ce que tu as fait. » La mâchoire de Tony se crispa. « Patron, nous avons déjà parlé de ça à l'entrepôt. Dis-leur. » Le silence était suffocant. Enfin, Tony parla la voix tendue. « Mon équipe a encaissé de l'argent auprès de personnes qui ne le devaient pas légalement. Des membres de famille, des ex-petites amies. Nous avons pris sur nous d'élargir la définition de la responsabilité. »« Vous avez volé des innocents, » corrigea Lorenzo. « Dis-le correctement. » Le visage de Tony rougit. « Nous avons volé des innocents. »« Et pourquoi avez-vous fait ça ? » Pour récupérer des pertes sur de mauvaises dettes. Lorenzo se tourna vers la salle. Tony et son équipe ont encaissé auprès de 17 personnes qui n'avaient aucune obligation de nous payer. Des mères, des frères, des gens qui n'avaient rien à voir avec les dettes d'origine. Et cette femme ici, dit-il en désignant Mia tandis que tous les regards de la pièce se tournaient vers elle, s'est fait prendre l'argent de ses courses parce que son ex-petite amie a quitté la ville en août devant $8,000. Mia se sentit exposée vulnérable comme une pièce de musée. Des murmures parcoururent en la foule. Miss Carter travaillait à 2 emplois, continua Lorenzo. Elle a quitté son ex pour protéger sa fille. Elle est venue dans cette ville pour prendre un nouveau départ. Et mes hommes sont arrivés et lui ont volé tout ce qu'elle avait. Elle a essayé de rendre le médicament de sa fille à cause de nous. Les murmures s'amplifièrent.
Mia vit certains hommes secouer la tête, leurs expressions s'assombrissant lorsqu'ils regardaient l'équipe de Tony. Lorenzo sortit une enveloppe de sa veste. Le montant total volé aux 17 victimes était d'environ 17 000 $. Tony, ton équipe va rembourser le double, 34 000 $ à partir de maintenant. Patron, on n'a pas ce genre de liquide sous la main, protesta Tony. Alors vous liquiderez des actifs. La voix de Lorenzo trancha la pièce comme une lame. Marcus a préparé les papiers. Tu vas céder ta part de l'opération de paris sportif Tony. Cela devrait couvrir environ 20 000 $. Ton équipe se répartira les 14 000 restants depuis leur compte personnel. Le visage de Tony devint blanc. C'est ma retraite. Je construisais ça depuis. Tu aurais dû y penser avant de transformer mon organisation en gang de rue. Lorenzo s'approcha et même s'il était légèrement plus petit que Tony, il sembla d'une certaine façon le dominer. Tu as volé mon nom. Tu m'as fait paraître faible. Tu as fait passer cette famille pour une bande de voyous qui terrorisent des mères célibataires. Alors oui, tu vas payer. Et tu vas payer assez pour ne jamais oublier cette leçon. Les mains de Jimmy tremblaient quand Marcus s'approcha avec une mallette pleine de documents. Patron, s'il vous plaît, j'ai un enfant à la maison. Je ne peux pas me permettre. Tu as un enfant? La voix de Lorenzo tomba dangereusement bas. Tu as un enfant et tu as quand même pensé qu'il était acceptable de voler l'argent des médicaments de la fille de quelqu'un d'autre? Jimmy baissa les yeux, son visage se défaisant. Signez les papiers, ordonna Lorenzo. Vous tous, un par un. Ils signèrent. La main de Tony tremblait si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Jimmy le fit tomber 2 fois. Le bruit des stylos grattant le papier remplit le restaurant. Mia regarda ces hommes dangereux réduits à des garçons effrayés. Lorsque ce fut terminé, Marcus rassembla les documents et les tendit à Lorenzo, qui se tourna vers Mia. « Miss Carter, venez ici, s'il vous plaît. » Elle ne voulait pas bouger, mais ses jambes l'emportèrent malgré elle. Lily s'accrochait à sa main comme à une bouée. Lorenzo lui tendit une enveloppe beaucoup plus épaisse. 694 $. Le double de ce qui vous a été pris. Plus, dit-il en faisant signe à Marcus qui sortit un chèque, 5 000 $ pour le traumatisme que mon organisation vous a causé à vous et à votre fille. Mia fixa le chèque les mains tremblantes. C'est trop. Ce n'est pas assez, dit Lorenzo, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais c'est ce que je peux donner pour réparer ça. Il se tourna de nouveau vers Toniette et son équipe. Vous êtes tous rétrogradés. Vous travaillerez sous la supervision directe de Marcus pendant l'année à venir. Si vous sortez du rang une seule fois, vous êtes fini. Pas seulement avec le recouvrement. Avec tout. Compris. Les hommes hochèrent la tête, le visage blême. Bien. Maintenant disparaissez de ma vue. Ils sortirent rapidement les épaules affaissées par la défaite. Les autres hommes dans la pièce les regardèrent impartir le message clair. Voilà ce qui arrivait quand on oubliait les règles. Lorenzo s'adressa aux hommes restants. Que cela serve de rappel, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous avons des standards. Nous avons de l'honneur. Et quiconque l'oublie me répondra. 3 jours après le restaurant, Mia remarqua la voiture. Elle était garée en face du dîner où elle travaillait le service du matin, une berline sombre avec 2 hommes à l'intérieur. Ils restèrent là pendant tout son service de 6 heures, buvant du café dans des thermos et parlant parfois au téléphone. Quand elle partit à 2 heures, la voiture la suivit jusqu'à chez elle. « Je peux vous aider », lança-t-elle lorsqu'elle atteignit son immeuble. Un homme baissa sa vitre. Il avait des yeux bienveillants et une barbe poivre et sel. « On s'assure simplement que vous rentrez saine et sauve, Miss Carter. »« Je n'ai pas demandé de garde du corps. » Ordre de Monsieur Romano, madame. Elle eut envie de hurler. À la place, elle entra et appela le numéro que Marcus lui avait donné en cas d'urgence. Lorenzo répondit à la 2e sonnerie. « Miss Carter, tout va bien. Pourquoi est-ce que des hommes me suivent ?» Un silence. « Pour votre protection. »« Me protéger de quoi? Je croyais que vous aviez dit que tout était réglé. »« Ça l'était, mais les nouvelles vont vite dans mon monde, dit-il prudent et mesuré. Quand un homme dans ma position montre publiquement une préférence pour quelqu'un, cela crée des opportunités pour ses ennemis. »« Quel genre d'opportunités ? Demanda Mia, l'estomac tombant.
Le genre où les gens vous voient comme une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. Alors jusqu'à ce que les choses se calment, vous aurez une sécurité. Ce n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas décider de contrôler ma vie simplement parce que je le peux et je le fais. Vous êtes devenu ma responsabilité à l'instant où je suis entré dans cette pharmacie. Maintenant, s'il vous plaît, laissez mes hommes faire leur travail. Et raccrocha avant qu'elle puisse protester. À l'autre bout de la ville, dans une salle de billard faiblement éclairée du West Side, Vincent Calibri était appuyé contre le bar et écoutait son lieutenant Ray raconter l'histoire pour la 3e fois. Romano leur a fait signer des sessions d'actifs en public, devant 20 gars tout ça parce qu'une femme fauchée ne pouvait pas se payer des médicaments, dit Ray en secouant la tête. La rumeur se répand partout. Les gens disent qu'il est devenu mou. Vincent sirota son whisky pensif. Il grignotait le territoire de Romano depuis 2 ans, depuis que Lorenzo avait pris la suite de son oncle. La famille Romano contrôlait le South Side depuis des décennies, mais Vincent était patient. Il attendait les ouvertures, les moments de faiblesse. Celui-ci en avait l'air. Mais qu'est-ce qu'on sait de la femme demanda Vincent. Nia Carter, mère célibataire. Travaille 2 emplois, vit dans un taudis sur Archer Avenue. Ray sortit son téléphone et montra une photo à Vincent. Une jolie femme, aux yeux fatigués tenant la main d'une petite fille, devant le diner. Romano a maintenant 2 hommes sur elle en permanence avec des rotations. Il la protège. C'est ce que je dis patron. Il a de vrais sentiments pour elle. Ce n'est pas juste du business. Vincent sourit lentement. Dans leur monde, les sentiments éteignent des responsabilités dangereuses. Les attaches éteignent des faiblesses à exploiter. Depuis combien de temps a-t-il des hommes sur elle ? 3 jours. Et où est la fille pendant la journée ? À l'école primaire, Jefferson, à environ 6 pâtés de maison de leur appartement. Vincent posa son verre. Intéressant. Ray se pencha en avant. À quoi vous pensez ? Je pense que Lorenzo Romano vient de peindre une cible dans le dos de cette femme, et si nous voulions lui envoyer un message montrer à tout le monde qu'il n'est pas aussi intouchable qu'il le croit, Vincent laissa la phrase en suspens. On pourrait enlever la gamine, termina Ray. L'utiliser comme levier, ou simplement approcher la femme, lui faire peur, lui montrer que la protection de Romano n'est pas aussi complète qu'il le pense. Dans tous les cas, quand on apprendra que nous avons pu nous approcher de quelqu'un sous sa surveillance, sa réputation prendra un autre coup. Ray sourit. J'aime ça. Quand est-ce qu'on bouge ? Bientôt ? Mais prudemment. Romano n'est pas idiot. On attend le bon moment quand ces gars seront à l'aise, quand ils cesseront d'être aussi vigilants. Vincent fit signe au barman pour un autre verre. Tout le monde finit par se relâcher. À la fin de la semaine, Mia avait l'impression d'étouffer. Les hommes la suivaient au travail, attendaient devant l'école de Lily et restaient assis dans des voitures devant son immeuble toute la nuit. Les autres résidents commencèrent à la traiter différemment, certains avec peur, d'autres avec hostilité. Madame Shin cessa de lui sourire dans le couloir. Le concierge lui demanda si elle fréquentait des gens dangereux. « Je ne fréquente personne », répliqua Mia. « J'essaie juste de vivre ma vie. » Mais ce n'était plus tout à fait vrai, n'est-ce pas, Lorenzo Romano l'avait entraînée dans son monde. Et maintenant, elle ne pouvait plus s'en échapper. Le vendredi soir, elle marcha droit vers la voiture garée devant son immeuble et frappa à la vitre. Le conducteur l'abaissa un autre homme que le précédent plus jeune avec un nez tordu qui semblait avoir été cassé plusieurs fois. « Je veux parler à Lorenzo. Madame Monsieur Romano est si. Je me fiche de ce qu'il fait. Dites-lui que je veux parler maintenant. » L'homme hésita, puis prit son téléphone. 20 minutes plus tard, la Mercedes noire arriva. Lorenzo en descendit l'air de sortir tout droit d'une réunion d'affaires dans son costume bleu marine impeccable. « Miss Carter, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Mia monta. « Vos hommes me suivent partout. Mes voisins pensent que je suis une criminelle. Mon patron m'a demandé si j'avais des problèmes. Je ne peux pas vivre comme ça. » « Vous êtes en vie pour vous en plaindre, » dit Lorenzo calmement. « C'est ce qui compte ? Je n'ai pas demandé ça. » « Non, en effet. Mais vous avez accepté mon aide.
Et maintenant vous faites partie d'ici, partie de mon monde, que cela vous plaise ou non. Il s'approcha la voix plus basse. J'ai des ennemis, Miss Carter, des vrais, des gens qui vous feraient du mal à vous et à Lily juste pour m'atteindre. Alors oui, vous avez des gardes du corps, oui, votre vie est différente maintenant. Mais vous êtes en sécurité. Votre fille est en sécurité. C'est l'échange. Je n'ai jamais accepté aucun échange. Vous avez pris mon argent. Ses yeux étaient durs, maintenant purement professionnels. À l'instant où vous avez accepté cette enveloppe, vous êtes entré dans un accord. Je vous protège. Vous gérez les conséquences. Mia sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. Ce n'est pas juste. Non, admit Lorenzo doucement. Ça ne l'est pas. Mais c'est la réalité. Et la réalité ne se soucie pas de ce qui est juste. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu rendre votre vie plus difficile. Mais je ne m'excuserai pas de vous garder en vie. Il repartit en voiture, laissant Mia sur le trottoir plus piégée que jamais. 2 semaines passèrent dans une étrange nouvelle normalité. Mia allait travailler et les hommes suivaient. Lily allait à l'école et d'autres hommes attendaient en dehors. La nuit, Mia restait éveillée écoutant la ville et se demandant combien de temps cela durerait. Elle commença à se détendre. Peut-être que Lorenzo exagérait. Peut-être que ses ennemis ne s'intéressaient pas vraiment à une mère célibataire quelconque du Southside. C'est alors qu'ils vinrent. C'était un mardi après-midi, anormalement doux pour la fin mars. Mia avait emmené Lily à Morrison's Pharmacy pour renouveler son ordonnance, la même pharmacie où tout ce désordre avait commencé. Les hommes qui les suivaient d'ordinaire s'étaient garés de l'autre côté de la rue, visibles à travers les vitrines du magasin. « Je peux avoir une barre chocolatée maman ?» demanda Lily en tirant sur sa manche. « Pas aujourd'hui, bébé, on doit rentrer pour le dîner. » Elles sortirent par l'entrée principale, Mia portant le petit sachet de pharmacie. Le trottoir était encombré par la foule de fin de journée des gens pressés d'attraper bus et trains. Elle ne remarqua rien d'anormal jusqu'à ce qu'elles tournent dans Monroe Street, prenant leur raccourci habituel par la ruelle qui menait à leur immeuble. La ruelle était vide, trop vide. L'instinct de Mia lui hurla quelque chose une demi-seconde trop tard. Elle pivota, ramenant Lily contre elle, mais 3 hommes bloquaient déjà l'entrée derrière elle. Ils portaient des sweats à capuche sombres et des masques médicaux de ceux que les gens portaient encore parfois depuis la pandémie, ce qui les rendait anonymes et oubliables. « Restez calme, dit l'un d'eux, la voix étouffée derrière le masque. « On veut juste parler. »« Parler de quoi ?» demanda Mia. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. Elle plaça Lily derrière elle, pressant sa fille contre le mur de briques. « De votre ami Lorenzo Romano. » L'homme s'approcha. « Voyez-vous, il semble très préoccupé par votre bien-être. Nous sommes curieux de savoir pourquoi. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que non. » Un autre homme se déplaça vers la droite, coupant cette sortie. « Écoutez, on ne veut pas vous faire de mal. On a juste besoin que vous veniez avec nous un petit moment. Envoyez un message à Romano. » Lily gémit derrière elle et Mia sentit les petits doigts droites de sa fille s'agripper à sa veste. L'adrénaline envahit son corps. Elle regarda autour d'elle désespérée. Une benne à ordures, une issue de secours, rien qu'elle puisse utiliser. Mes gardes du corps sont... Vos gardes du corps prennent un café à la boutique 2 pâtés de maison plus loin, l'interrompit le premier homme. On a observé leurs habitudes. Ils deviennent négligents à cette heure-ci. Ils prennent toujours une pause café quand vous êtes dans la pharmacie. Le sang de Mia se glaça. Ils avaient planifié ça, étudié sa routine, attendu le moment parfait. Le troisième homme sortit un téléphone. Nous allons sortir de cette ruelle tranquillement. Vous allez porter votre fille. Si quelqu'un demande, nous sommes de la famille. Compris. Et si je crie ? Les yeux de l'homme au-dessus du masque étaient d'un calme mort. Alors on s'assurera que vous ne puissiez pas le faire. Et ce serait regrettable pour tout le monde, surtout pour votre enfant. L'esprit de Mia tournait à toute vitesse. Elle pouvait se battre, mais ils étaient 3 contre 1 avec Lily à protéger. Elle pouvait courir, mais où il couvrait les 2 sorties. Elle pouvait... Je ne bougerai pas à votre place.
La nouvelle voix venait d'en haut. Mia leva les yeux et vit des hommes émerger des issues de secours des deux côtés de la ruelle. 5, 6, 7. Elle cessa de compter tandis qu'ils continuaient d'apparaître. Pas d'armes visibles, seulement des hommes en costume et en vêtements décontractés qui descendaient, avec la confiance tranquille, de gens qui savaient qu'ils avaient déjà gagné. D'autres pas résonnèrent aux deux extrémités de la ruelle. En quelques secondes, 20 hommes s'étaient matérialisés, bloquant chaque sortie, encerclant les 3 agresseurs masqués. Ils ne se précipitèrent pas et ne menacèrent pas. Ils restèrent simplement là, un mur silencieux d'une force écrasante. Marcus s'avança depuis le groupe, l'expression taillée dans la pierre. « Messieurs, vous avez commis une erreur. » Les 3 agresseurs regardèrent autour d'eux, comprenant qu'ils étaient complètement pris au piège. Aucune fuite. Aucun avantage. « C'est le territoire de Romano, » continua Marcus, sa voix basse mais portant dans toute la ruelle. « Vous avez vraiment cru que nous ne surveillerions pas, que nous la laisserions vulnérable. » Les gardes du corps étaient des leurs. La vraie sécurité était avec elle depuis le début, dans des voitures, sur les toits, dans les boutiques, autour d'elle. Vous avez été photographié au moins 15 fois au cours des 10 dernières minutes. Marcus leva un téléphone montrant des images nettes des 3 hommes. Nous connaissons vos visages maintenant. Nous connaîtrons vos noms d'ici ce soir. L'un des agresseurs glissa la main dans son sweat. Aussitôt, le cercle d'hommes se resserra, se refermant comme un poing. Ils ne sortirent toujours pas d'armes. Ils n'en avaient pas besoin. Le message était clair, tentez quoi que ce soit, et il n'y aura aucune issue. « Partez, dit Marcus. Dites à celui qui vous a envoyé que Mia Carter est intouchable. La prochaine fois que vous vous approcherez d'elle ou de sa fille, vous ne repartirez pas. » Les 3 hommes échangèrent des regards, puis reculèrent lentement vers l'entrée de la ruelle. Le mur d'hommes s'ouvrit juste assez pour les laisser passer, puis se referma. Mia les regarda courir disparaissant dans la circulation de la rue. Ses jambes devinrent soudain faibles. Elle s'affaissa contre le mur, serrant toujours Lily. Marcus s'approcha avec précaution, gardant ses distances. « Miss Carter, êtes-vous blessée ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. « Nous étions là tout le temps. Ils n'ont jamais eu la moindre chance de vous prendre. » Il désigna les hommes autour d'eux qui se dispersaient déjà. Monsieur Romano ne prend aucun risque avec les personnes placées sous sa protection. Mia le regarda vraiment, voyant la coordination minutieuse, la préparation, la puissance immense que Lorenzo avait déployée pour la garder en sécurité. Elle avait cru que Lorenzo était paranoïaque. Il ne l'était pas. Le danger était réel. Les ennemis étaient réels. Si les hommes de Lorenzo n'avaient pas été là, elle ne voulait pas terminer cette pensée. « Ramenez-nous à la maison, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. » Marcus hocha la tête et les guida vers une voiture qui attendait. Tandis qu'elle s'éloignait, Mia serra Lily contre elle et admit en silence ce qu'elle refusait d'accepter. Lorenzo avait eu raison depuis le début. Marcus les ramena à l'appartement en silence. Lily s'était endormie contre l'épaule de Mia, épuisée par la peur et l'adrénaline. Mia regardait par la fenêtre, son esprit rejouant encore et encore ces instants terrifiants dans la ruelle. Ils auraient pu l'emmener. Amener Lily. Elle avait été tellement en colère contre Lorenzo, à cause de cette surveillance constante, tellement pleine de rancœur face à cette intrusion dans sa vie. Elle avait cru qu'il était autoritaire, possessif, paranoïaque, mais il les gardait en vie. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Mia ne fut pas surprise de voir la Mercedes noire déjà garée dehors. Lorenzo se tenait près de l'entrée, sa veste déboutonnée, son expression d'ordinaire composée, tendue par quelque chose qui ressemblait à un mélange de fureur et de soulagement. Il ouvrit lui-même la portière. « Vous êtes blessé. » Mia secoua la tête, soulevant Lily avec précaution. « Elle dort seulement. Laissez-moi faire. » Lorenzo tendit les bras vers sa fille. Le premier instinct de Mia fut de se reculer, mais elle était fatiguée. Si fatiguée. Lily devenait plus lourde chaque jour. Elle le laissa la prendre. Il porta Lily comme si elle ne pesait rien, un bras la soutenant, tandis qu'elle bavait légèrement sur son costume coûteux. Il ne sembla pas s'en soucier. Marcus tint la porte de l'immeuble et ils montèrent les 3 étages jusqu'à l'appartement de Mia. À l'intérieur, Lorenzo déposa doucement Lily sur le canapé, ajustant un oreiller sous sa tête.
Il resta là un moment regardant l'enfant endormi, sa mâchoire bougeant comme s'il mâchait des mots qu'il n'arrivait pas tout à fait à dire. Monsieur Romano. J'aurais dû mettre plus d'hommes. Sa voix était basse et contrôlée, mais Mia pouvait entendre la colère dessous. Je savais que Vincent Calibri observait. Je savais qu'il passerait à l'action, mais je pensais avoir plus de temps. Vos hommes étaient là. Ils l'ont arrêté. Ils ont failli ne pas y arriver. Il se tourna vers elle et ses yeux étaient plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. Si Marcus avait eu 30 secondes de retard, s'il vous avait été prise avant que mon équipe intervienne, si... Il s'arrêta, ses mains se refermant en poing. C'est ma faute. Non, c'est la faute de Vincent, quel qu'il soit. C'est un rival. Un homme qui veut ce que j'ai et qui utilisera n'importe qui pour l'obtenir. Lorenzo se dirigea vers la petite fenêtre de la cuisine, regardant la rue en contrebas. Il vous a vu comme une ouverture, une faiblesse. Et dans mon monde, une faiblesse peut vous détruire. Mia s'affaissa sur une chaise soudain épuisée. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Plus de garde du corps, des armes plus grosses, on se cache. Lorenzo se tourna de nouveau vers elle. Maintenant, on termine ça correctement. Il alla vers Lily qui dormait encore et fit quelque chose qui surprit Mia. Il s'agenouilla près du canapé, se mettant à la hauteur de sa fille. Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux du visage de Lily. Elle a 7 ans, dit-il doucement. Elle devrait s'inquiéter de ses devoirs et de ses dessins animés, pas de savoir si elle pourra respirer, pas de savoir si sa mère peut payer ses médicaments. Il leva les yeux vers Mia. « Je vais vous faire une promesse, Miss Carter. Votre fille ne manquera plus jamais de médicaments. Pas un jour, pas une heure. Monsieur Romano, vous avez déjà... Je n'ai pas terminé. » Il se leva, sortit son téléphone et lui montra un écran. « J'ai ouvert un compte auprès de Northwestern Memorial Hospital. Entièrement financé, 20 ans de traitement de médicaments de spécialistes, tout ce dont Lily aura besoin. L'argent a déjà été transféré. C'est y fait. » La main de Mia vola à sa bouche. Ça doit représenter des centaines de milliers de dollars. 250 000 en réalité, plus si elle en a besoin. Il remit le téléphone dans sa poche. « J'ai aussi examiné votre situation. Votre ex-petite amie Devon Mitchell vous a laissé plus que des cicatrices émotionnelles. Il y a des dettes à votre nom qu'il a ouvertes, carte de crédit, prêt sur salaire. Mes avocats s'en sont occupés. Tout est effacé. Vous repartez à zéro. » Des larmes brûlèrent les yeux de Mia. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Lorenzo resta silencieux un long moment, son regard allant d'elle à Lily. « Parce que quand je suis entrée dans cette pharmacie il y a 2 semaines, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une bonne personne qui lutte contre un système qui s'en fiche. Mon système. Mon organisation. » Il s'approcha d'elle. « J'ai bâti mon empire sur les règles et le respect. Mais quelque part en chemin, certains de mes hommes ont oublié ce que cela signifiait. Ils sont devenus ce contre quoi j'ai passé des années à me battre. Vous n'êtes pas responsable de... Si. Quand des gens agissent en mon nom, je suis responsable de tout ce qu'ils font. » Sa voix s'adoucit. « Vous et Lily êtes devenus ma responsabilité dès l'instant où je suis intervenue. Et je ne prends pas mes responsabilités à la légère. » Il glissa la main dans sa veste et en sortit une carte, un papier épais avec des lettres en relief. Seulement un numéro de téléphone. Rien d'autre. C'est ma ligne directe. Pas Marcus. Pas quelqu'un d'autre. Moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de jour comme de nuit, vous appelez. Nourriture, médicaments, protection, argent, n'importe quoi. Il plaça la carte dans sa main. Et si quelqu'un vous menace, vous ou votre fille, vous m'appelez immédiatement. Mia regarda la carte, puis lui. On dirait que c'est plus que simplement réparer les choses. Ça l'est. L'expression de Lorenzo était indéchiffrable, mais ses yeux portaient quelque chose de farouche et protecteur. Vincent Calibri voulait se servir de vous pour me faire du mal. Il pensait que vous étiez une faiblesse. Il avait tort. Vous n'êtes pas une faiblesse.
Il jeta un regard vers Lily, puis croisa les yeux de Mia avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous êtes sous ma protection maintenant. Protection totale. Cela signifie que personne dans cette ville, dans cet état nulle part, n'osera toucher à vous ou à votre fille. Pas Vincent. Personne. » Sa voix descendit encore chaque mot précis et chargé d'une certitude absolue. « À partir d'aujourd'hui, personne ne touche à ce qui est à moi. » La possessivité de ces mots aurait dû l'effrayer. Elle aurait dû la pousser à se rebiffer et à affirmer son indépendance. Mais Mia pensa à ces hommes dans la ruelle aux médicaments de Lily aux années passées, à lutter seule pendant que le monde l'écrasait. Parfois, la protection venait avec des attaches. Parfois, ces attaches étaient les seules choses qui vous empêchaient de tomber. « D'accord, » murmura-t-elle. Lorenzo hocha une fois la tête, puis se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil, se retournant. « Reposez-vous, Miss Carter. Demain, votre vie deviendra plus facile, je vous le promets. » Puis il partit, laissant Mia seule avec sa fille endormie et un avenir qui semblait soudain très différent de celui qu'elle avait imaginé. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif c'est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien.